Alors, bienvenue à tout le monde, à toutes et à tous. Merci pour votre présence et pour votre participation. Progressivement, les personnes vont encore se joindre à nous. Certains ont des petits soucis techniques, mais ça va arriver. Je vous propose qu'on commence. Donc, moi, je suis Leïla Lost, la coordinatrice de la plateforme ELSA. Je voulais être sûre que tout le monde nous entendait bien. Tout est OK? Ok, impeccable. Super. Alors, je vais vous faire un petit rappel sur l'histoire de ces réunions qui sont appelées réunions interassociations. En fait, elles ont été initiées par l'association SIDAction d'avril à mai 2020 et en fait qui sont depuis septembre animées par la plateforme ELSA, dont nous sommes les représentantes, donc Mélanie Brizard et moi-même, qui animons cette réunion aujourd'hui avec les intervenantes et intervenants qui ont accepté de participer à cet échange avec vous. Voilà, donc la plateforme ELSA est composée de 4 membres, SIDAction, Soltis, Planning Familial et Solidarité SIDA. Et nous organisons régulièrement en fait des réunions thématiques et des réunions pays. Et donc c'est pour ça que ces réunions interassociations, c'est maintenant nous qu'allons les animer à la place de SIDAction, avec SIDAction dans tous les cas. Voilà. Pour notre échange d'aujourd'hui, voilà ce qu'on vous propose avec Mélanie Brizard et l'équipe de la plateforme ELSA. Euh, donc l'échange est enregistré. Il sera diffusé à l'ensemble des associations membres et partenaires de la plateforme ELSA sur simple demande. Donc juste nous faire un petit mail ou nous téléphoner sans problème, notamment pour les personnes ou vos collègues ou vos partenaires qui n'ont pas pu aujourd'hui participer, qui souhaiteraient écouter en fait l'échange de manière décalée. Nous vous proposons aussi d'éteindre vos micros, sauf pour les Ok. personnes qui sont en train d'intervenir. Aspetta, buono. Est-ce que Voilà. Borangasi? Ah, ok, Donc, oui, ok. donc si vous pouviez éteindre vos micros, sauf pour les personnes qui interviennent. Et puis évidemment, quand vous posez des questions, vous réactivez vos micros sans problème dans le cadre Zoom. Chaque intervenante et intervenant parlera durant 5 minutes, suivi de 5 minutes pour poser vos questions. Donc ça sera sur un petit rythme un petit peu soutenu, mais comme ne vous inquiétez pas, vous aurez à chaque fois du temps pour poser vos questions et un temps de toute façon à la fin, avant la conclusion, pour rediscuter, rééchanger tous ensemble. De même, vous pouvez poser, comment vous pouvez poser les questions? Vous pouvez lever la main devant votre vidéo ou utiliser le bouton main en bas à droite de votre écran. Vous avez un petit picto, un petit bonhomme qui sourit là avec un plus où il y a écrit réaction. Et là, vous cliquez dessus et vous mettez soit la main, soit le pouce si vous souhaitez aussi réagir. Mélanie Brizard, en fait, vous donnera la parole. C'est elle qui vous donnera la parole durant la réunion. Vous pouvez aussi l'écrire dans la section chat. Donc, on est déjà plusieurs à avoir conversé ensemble, là où donc c'est en bas à droite de votre écran où il y a écrit converser. Donc, vous pouvez envoyer des petits messages là et poser vos questions là. Mélanie, pareil, soit la lira, soit vous donnera la parole pour la poser. Voilà, si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à enlever votre caméra sur votre écran Zoom. Donc ça permet en fait d'alléger un petit peu votre connexion. Et puis pas de souci, si ça vous déconnecte, n'hésitez pas à vous reconnecter, vous réintégrerez de suite la réunion. Voilà, nous accueillons donc plusieurs intervenantes et intervenants aujourd'hui. Donc notamment, en fait, nous aurons un retour d'expérience de Djibouti, du Togo, du Maroc et de la Guinée. Et nous accueillons donc Emma Assina, qui est présidente de l'association Solidarité Féminine, Catherine Chaker, membre du bureau de l'association Solidarité Féminine. Ensuite, pour le Togo, donc ça c'est pour Djibouti. Pour le Togo, c'est Fabrice Allega, chargé de programme d'Espoir Vie Togo EVT. Au Maroc, nous avons Nawal Laziz, directrice générale de l'association de lutte contre le sida ALCS. En Guinée, nous aurons Mamadi Kera, qui est responsable du suivi et de l'évaluation de la situation des femmes de Guinée pour la lutte contre les IST, les infections sexuellement transmissibles et le sida. Asfeg Massi, l'association. Voilà. Et nous conclurons tout ça par un échange tous ensemble de toute façon et une conclusion que Mélanie Vion va animer, Mélanie Vion est responsable des partenariats avec les organisations de la société civile à Soltis. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un très bon échange et nous allons commencer donc par Emma Assina, présidente de l'association Solidarité Féminine à Djibouti. Voilà. Mélanie Brizard est toujours avec des personnes en connexion qui ont des problèmes de connexion pour les aider. Donc elle reprendra la main après. Voilà. Emma Assina, je vous laisse la parole.
Allô? Vous m'entendez? J'étais en sourdine. Vous m'entendez? Pas du tout. D'accord, vous Oui, m'entendez? on vous entend très bien, Très Emma. bien, ben, je suis N'hésitez pas. ravie. J'avais fait naturellement la fausse manip juste avant de commencer. Bonjour à tous, donc je suis avec Catherine Chaker, hein, bonjour de la Corne de l'Afrique. Alors pour parler rapidement de l'association Solidarité Féminine, c'est une association qui existe depuis 25 ans. Elle a été fondée en 1995. Elle a pour objectif premier d'aider les femmes en situation difficile et leurs familles, y compris les femmes naturellement touchées par le VIH-Sida. Actuellement, nous comptons 160 adhérentes, dont la majorité, plus de 50%, sont des personnes, des femmes touchées infectées par le VIH. Nous suivons aussi les enfants. Nous avons la seule file pédiatrique importante de Djibouti. Nous avons une file pédiatrique de 216 enfants, dont 44 sous ARV. Donc, et nous prenons aussi, depuis 2017, nous avons des activités dédiées aux personnes clés, notamment les travailleuses de sexe et les homosexuels à Djibouti. Voilà. Donc, rapidement, c'est la présentation de l'association. Nous travaillons avec SIDAction depuis 2007, donc c'est depuis longtemps avec SIDAction. Le Covid, donc pour entrer dans le vif du sujet, le Covid-19, comme dans beaucoup de pays, est arrivé, nous est tombé dessus. Du jour au lendemain, il y a eu le confinement qui a été déclaré. Alors, ça a été déclaré à Djibouti le 18 mars. Le confinement a été levé. Normalement, c'était pour 3 semaines, après pour un peu plus longtemps. Bref, ça s'est levé le 17 mai. Le 17 mai avec un couvre-feu. Donc, la situation à Djibouti, il faut savoir qu'au mois de fin mars, température qui augmente vers les 40, 42, 45, avec un taux d'humidité très important. Et ça a coïncidé, comme dans tous les pays du monde, avec aussi en avril. Voilà. Donc, face à ça, nous étions en pleine formation sur la pédiatrie, sur la SSR, et nous avions eu la chance au mois de mars de recevoir donc des amis de France, dont le docteur Abdan Goudjo. Votre connexion Internet est instable. Alors, Emma, Sina, on ne t'entend plus. Est-ce que vous nous entendez? Ah. Non, c'est que c'est l'intervenante là qui... Non, elle. Oui. Non, elle, quand elle parle. Italien. C'est elle qui connaît. Voilà, j'ai repris le son. C'est bon, vous m'entendez? Donc, on a eu Abdan Goudjo qui a pu donner une formation rapide à tous les accompagnateurs, c'est-à-dire 12 personnes. Et nous avons pu avoir l'information sur la Covid. Donc, très rapidement, la veille du confinement à Djibouti. Nous avons relayé, ça correspond à une fête que nous avions faite à l'association où toutes les adhérentes étaient présentes. Donc, nous avons pu faire une démonstration de lavage des mains et leur dire vraiment les règles de distanciation, etc., etc., la veille du confinement général. Par la suite, alors,
je laisse la parole maintenant à Catherine pour parler des premières activités que nous avons. Catherine. Oui, donc nous avons pu, grâce à nos bailleurs qui étaient assez réactifs, nous avons pu très vite réagir et on a donc organisé 2 distributions de vivres, alors pas distribution traditionnelle au siège de l'association, mais en travaillant avec des boutiques dans les différents quartiers. Pour 60 et 200 dames pour la deuxième distribution. Ces distributions de vivres étaient jointes avec une distribution d'articles d'hygiène, du savon, de l'eau de Javel, ainsi que des brochures explicatives sur les mesures barrières pour toutes les femmes, et ça a également été déposé dans les boutiques. Pour garder le lien avec les patients, donc nous avons pu acheter des crédits téléphoniques pour le staff et pour les accompagnateurs psychosociaux, pour ainsi garder le contact avec les PVVS. Et nous avons aussi acheté des téléphones pour certains PVVS qui étaient injoignables. Donc, on les a équipés avec un téléphone, carte SIM, crédit, etc. D'autre part, les APS dans les centres souvent n'avaient aucun matériel pour se protéger. Donc, ils ont reçu des kits de gants, de masques, d'alcool et de savon. Et nous avons, début juillet, organisé une formation sur les premiers secours psychologiques. On a d'abord formé le bureau et les APS dans une première étape pour s'aider soi-même, comment surmonter une crise quand on ne se sent pas bien, etc. Et dans une deuxième étape, une deuxième séance, comment aider les autres. Et cette formation était suivie de groupes de parole, donc avec les adhérents. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors, les consultations médicales n'étaient plus possibles, mais certains patients ont quand même pu avoir des consultations médicales téléphoniques avec notre médecin. Nous avons aussi pu continuer les distributions de lait pour les mères séropositives en avril, mai et juin, et puis on a repris au mois de septembre. Et on a, en collaboration avec le PAM, pu inscrire toutes nos PVVS et les familles des enfants séropositifs sur les listes de distribution de vivres du PAM. Donc, elles y sont inscrites. On a eu une première distribution, une deuxième la semaine prochaine et il y aura une troisième au mois d'octobre. Et pour compléter ce que dit Catherine, donc on a été vraiment sous le choc lorsqu'il y a eu le confinement. Les adhérentes, les PVV, les personnes, les dames nous ont demandé de les aider au niveau des vies. Vous avez vu qu'on a pu faire la distribution et nous avons aussi demandé l'aide de nos bailleurs, de pouvoir aussi changer certaines lignes budgétaires dans des projets existants, les lignes demandant des sensibilisations, etc. Donc, on a pu les changer, les convertir en vivres. Et donc, nous avons fait aussi des demandes et très prochainement, nous aurons aussi de l'aide venant du Canada. Voilà. Merci beaucoup. J'en profite pour glisser que votre super formation sur les risques psychosociaux, vous l'avez faite avec l'aide de quelques ressources de la plateforme ELSA, si je me souviens bien. Ben absolument. Comment oui, parce que c'est vrai que c'était une période assez, comme vous le savez pour tous, hein, très difficile. On avait du mal à ça et nous avons pu faire en un temps record monter cette formation parce qu'on a pu utiliser les ressources présentes sur le centre de ressources ELSA. Et réellement, ça nous a beaucoup aidé et ça nous a permis de donner aussi
aux participants et réellement et de monter cette formation rapidement. Voilà. Merci beaucoup. J'ai mis le lien pour ceux que ça intéresse dans la conversation. J'ouvre aux questions maintenant. Ceux qui veulent poser des questions à Emma Assina et Catherine Schacker de Solidarité Sida, n'hésitez pas à me faire signe, à avoir un peu plus de détails sur la situation au Djibouti. Alors, le temps que je repère quelqu'un qui se manifeste, Emma, Catherine, c'est quoi vos difficultés aujourd'hui? Vous nous avez parlé de comment vous réagissiez depuis la crise jusqu'à aujourd'hui, mais là, qu'est-ce qui reste? Ah, je vois que Séné a une question. Ouais, Catherine et Emma, je veux bien que vous me disiez comment vous réagissiez à la crise. Et ensuite, oui, je te vois, Séné, je te laisse prendre la parole juste après la réponse d'Emma et Catherine. La problématique, c'est de retrouver nos adhérentes. Beaucoup ont quand même été assez choqués par tout ce qui s'est passé et ont du mal à revenir au siège, à rencontrer d'autres personnes. Alors, on a quelques adhérentes qu'on est en train de rechercher. Comme nos adhérentes se sont regroupées en groupe autour par quartier, par langue parlée. Donc, le groupe est en train de chercher celles qu'on n'a pas vues depuis le début de nos activités en septembre. L'autre difficulté, c'est que nous ne l'avons pas dit, mais actuellement, le taux de positivité face au Covid et les tests reviennent zéro tous les jours pour les personnes qui se font dépister sur Djibouti. Les tests positifs sont ceux des passagers qui arrivent de l'étranger. Donc, on a aussi une difficulté vis-à-vis des personnes pour leur dire que même si les tests sont négatifs par rapport à ce qui se passe notamment en Europe, il faut quand même garder les règles de distanciation tant que le virus circule, même s'il circule un peu moins qu'avant. C'est cela. Et donc, les groupes de parole, nous continuons malgré tout. Quand vous parlez des groupes de parole lors des formations en premier secours psychologique, c'était plus des entretiens avec des APS ou lorsque c'était des groupes de parole, on ne dépassait pas 3-4 personnes. Voilà. Merci beaucoup. Pardon, j'ai oublié d'activer le micro. Est-ce que j'ai plusieurs questions pour vous. Il y en a une à laquelle vous avez partiellement répondu, c'est la situation au Djibouti. Même si vous avez des tests négatifs, est-ce que vous avez des hospitalisations en ce moment? Emma ou Catherine? Actuellement, je pense qu'il y a, je ne suis pas au fait de ce qui s'est passé la semaine dernière, mais actuellement, il y a des unités Covid qui avaient été montées dans 2 hôpitaux et qui sont vides actuellement. Voilà. Merci. Et les questions suivantes, c'est est-ce que dans votre démarche de sensibilisation, vous avez des choses qui ont été vraiment nouvelles, innovantes par rapport à d'habitude du fait de la crise du Covid et de la distance imposée? Vous m'entendez? Emma, Catherine? Peut-être que vous n'avez pas allumé le micro pour répondre. Oui, oui. Je réfléchissais un peu. De l'innovation, c'est pas tant de l'innovation, c'est qu'on est obligé de réduire des groupes de parole. Récemment, on avait un groupe de parole, elles sont arrivées à 20, donc on en a mis 10 d'un côté, 10 de l'autre. Dans les sensibilisations, ce qui change peut-être, c'est que les APS, donc les accompagnateurs qui animent ces groupes de parole, parle beaucoup essaye de faire parler sur le ressenti. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre parce que
d'habitude, il y a un problème. On expose un problème, on essaye de trouver des solutions, on échange des expériences. Et là, cette fois-ci, on est plus dans le psychologique, ce qui est réellement, culturellement, c'est difficile de parler de soi et de dire vraiment toutes ces émotions. Et donc, on essaye, c'est l'innovation de cette début d'année, là, de cette rentrée pour nous, c'est vraiment réussir à approcher le ressenti des adhérents, des personnes qui ont vécu ce confinement. Et la plupart, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien noter sur Djibouti. Généralement, dès qu'il fait chaud, c'est-à-dire dès le mois de mai, la plupart des personnes, même celles qui n'ont pas les moyens, partent de la ville de Djibouti, qui est en dessous du niveau de la mer, c'est très chaud, très humide, et préfèrent aller, comme ils disent, en brousse, il fait meilleur. Cette année, du fait de la situation sanitaire, personne. Donc, on a des gens qui sont épuisés physiquement et même mentalement. Donc, c'est vrai que notre innovation, c'est peut-être de mettre en place tout ce qu'on a essayé de faire dans la formation pour détendre les personnes, je sais pas, un espace de parole où elles peuvent se confier. Mais ce n'est pas encore gagné. Merci beaucoup. Il y a encore d'autres questions, mais on y reviendra à la fin si on a un peu de temps. J'aimerais qu'on entende le retour d'expérience au Togo, notamment Fabrice. Si tu m'entends, Fabrice? Alors, Oui, bonjour. bonjour. Donc, je te présente au groupe. Fabrice, tu travailles comme chargé de programme à Espoir Vie Togo. Oui, exactement. Voilà. Alors, parle bien dans ton micro, Fabrice, parce que ça résonne un petit peu. Ok. Ouais, super. C'est bon maintenant? Oui, c'est parfait. Je te laisse parler. Merci. Ok, donc voilà, Fabrice Salega, le responsable du programme à Espoir Vie Togo. Espoir Vie Togo intervient dans la lutte contre le VIH à travers des activités de prise en charge, de prévention, de recherche et puis de formation. Et la structure intervient auprès des personnes vivant avec le VIH, les OEV, les populations clés, surtout les HSH, les PS, et la population générale à travers les activités de prévention. Donc, elle a 3 antennes qui sont représentées dans 3 régions sanitaires sur les 6 que compte le pays. La file active va avoir de 3 500 personnes. Et sur l'impact de la COVID sur les interventions, disons que dès la découverte des premiers cas au Togo, le gouvernement a pris certaines dispositions pour limiter la propagation de cette infection-là. On peut citer la restriction des déplacements entre les villes, le couvre-feu, la fermeture des écoles et autres, donc l'appel à rester chez soi, par exemple. Et donc, toutes ces dispositions ont évidemment eu des répercussions sur les activités. Et on a constaté une baisse de la fréquentation du centre de façon générale, le non-respect des rendez-vous, une augmentation des perdus de vue, et puis l'impact psychologique de la pandémie sur les bénéficiaires. Et plus précisément, par rapport aux populations clés, ces dispositions qui ont été prises par le gouvernement ont entraîné la fermeture des points chauds, et ce qui a pour conséquence la réduction des activités en direction de cette cible-là, notamment les activités de sensibilisation, de distribution de préservatifs, de gel, etc. On a aussi constaté des difficultés dans la notification des violences sur les gens, et spécifiquement pour les HSH qui sont sous traite. Fabrice, excuse-moi. Fabrice, je te coupe. Il faut que tu parles un peu plus fort et devant le micro. Des fois, on t'entend pas bien. Ok. Merci. Ça marche maintenant? Allô? C'est mieux. Ok.
Et donc, spécifiquement, à l'endroit des HSA qui sont sous prêt, on a constaté que plus de 30% ont raté leur rendez-vous entre mars et avril 2020. Et donc, face à cette situation, la structure a pris des dispositions, notamment la mise à disposition de l'équipe des équipements de protection pour pouvoir continuer les activités. Ceci grâce au soutien de plusieurs associations membres de la plateforme ENSA. Nous avons réadapté le circuit du patient sur le site et la prescription multi-mois des ARV a été aussi faite. Nous avons renforcé la dispensation communautaire des ARV, puis des préservatifs, gel et tout. On a pu également faire des prélèvements pour la charge virale dans la communauté, mais bien sûr avec les professionnels. Également, nous faisons le rappel des rendez-vous aux patients à travers les SMS ou par les réseaux sociaux, le WhatsApp surtout, et la distribution de kits alimentaires ou le remboursement des déplacements pour ceux qui peuvent arriver au centre mais qui n'avaient pas les moyens financiers pour faire le déplacement. Et donc, toutes ces dispositions prises par la structure ont quand même eu aussi des effets, des impacts sur la structure elle-même, notamment le coût supplémentaire lié à la prise en charge des patients, le fait d'appeler, le fait d'aller pour faire la dispensation dans la communauté, donc ça a entraîné un coût supplémentaire. Nous avons aussi la charge supplémentaire du travail. Par exemple, comme il faut faire le tri des personnes qui viennent au centre en prenant la température et tout ça, préparer la dispensation communautaire à réaliser, appeler les patients perdus de vue de façon active, la distribution des masques, veiller à l'application des mesures barrières et tout ça. C'est des tâches qu'on ne faisait pas avant, mais on a fallu responsabiliser les gens pour ça. Et donc, ça a entraîné une charge supplémentaire et également l'adaptation du personnel aux contraintes liées aux nouvelles dispositions qui sont prises. Le port de masque, les sous-blouses qui sont portés toute la journée, il a fallu que le personnel puisse s'adapter à cette nouvelle dynamique. Quelques effets quand même positifs. Le circuit du patient actuel permet de réduire le temps d'attente des bénéficiaires. Donc, on a aussi la recherche précoce des perdus de vue. On n'attend pas que la personne soit déclarée perdue de vue avant d'aller à sa recherche, mais dès qu'on constate qu'elle n'est pas venue chercher son traitement, on active le processus pour pouvoir savoir pourquoi elle n'est pas venue ici pour lui apporter le médicament. Il y a l'accélération aussi de l'application des dispensations multi-mois qui est effective, et puis l'utilisation des réseaux sociaux pour l'animation des activités de groupe, les sensibilisations, les formations, etc. Nous avons aussi quelques pistes, de nouvelles pistes pour la mobilisation de ressources. Donc voilà, donc pour finir, nous disons juste que la COVID a certes bouleversé l'ordre préétabli, mais comme toute crise, elle a également poussé à repenser l'offre de soins en matière de VIH et à mettre en place de nouvelles stratégies qui vont contribuer à l'élimination du VIH. Mais alors, l'épineuse question de la disponibilité des ressources reste le principal enjeu auquel nous devons encore faire face pour pérenniser les interventions. Donc voilà un peu ce que nous avons présenté par rapport. Merci Fabrice. Il y a une question qui demande si vos activités concernent seulement les PVVIH ou la population générale. Je me permets de répondre, c'est bien les PVVIH. Par contre, vous me disiez par téléphone que avec la crise du Covid, vous aviez tendance à justement avoir des activités plus généralistes, comme donner de la nourriture, s'assurer que les gens vont bien, et pas seulement des activités de soins VIH, c'est ça? Oui, les interventions, c'est la prise en charge, mais il y a des actions de prévention, les sensibilisations qui vont à l'endroit de la population générale.
il y a une ligne verte sur laquelle les gens peuvent appeler pour avoir des informations, qui a aussi été mise à contribution dans le cadre de cette crise-là. Et donc, les interventions vont à l'endroit de la population générale, mais spécifiquement les PVVIH. Merci. Vous pouvez écrire vos questions à Fabrice dans la conversation. Et j'avais aussi une autre question à vous poser. Vous m'aviez parlé des ARV qui étaient un petit peu sous tension. Est-ce que vous pouvez en parler à tout le monde? Oui, avec la dispensation multi-mois, parfois, on fait la quantité de commandes, la quantité demandée dans les commandes, en fait, on ne reçoit pas la totalité de cette commande-là. Du coup, ça rend un peu difficile la prescription sur plusieurs mois et on est obligé de revenir de temps, très souvent même, à la dispensation mensuelle. Donc, voilà, mais on nous dit qu'il n'y a pas de rupture, mais c'est sur certaines lignes quand même, il y a des difficultés. On ne nous approvisionne pas sur certaines lignes. Certaines molécules, je veux dire. Merci beaucoup Fabrice. Il y a l'association Dispensaire Trottoir qui te demande un peu plus précisément comment les sensibilisations au profit de la population ont été menées. Pour la population générale, cette activité, on n'est pas allé sur le terrain pendant la COVID, mais en présentant la structure de façon générale, je précisais qu'on faisait des activités de prévention. Mais pour notre cible, nos cibles, les HSH par exemple, c'est sur les réseaux sociaux qu'on a pu continuer par mener des activités de sensibilisation. Et également au centre même, à l'endroit des bénéficiaires, il y a les IEC matinales, information, éducation, les activités d'information qui se font autour de la COVID et aussi du VIH. Donc, les interventions se font sur les réseaux sociaux à destination des populations plus précisément. Voilà. Maintenant, les groupes de parole, c'est aussi à l'endroit des OEV, des adolescents et jeunes on s'appuie sur les pères éducateurs qui sensibilisent leurs pères, en fait. Donc, non seulement sur la COVID, le respect des mesures d'hygiène, mais aussi sur l'observance thérapeutique. Voilà. Merci beaucoup. ADT, j'ai bien vu votre deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des risques de stigmatisation quand on dispense les ARV? Je vois le temps passer un petit peu et je sais que Nawal Aziz de l'association ALCS a eu cette problématique, donc je vais lui passer la parole. Elle va faire sa présentation et je pense qu'elle pourra reparler de la distribution d'ARV et peut-être des risques ou pas que ça fait encourir aux personnes qui les reçoivent. Merci. Donc voilà, Nawal nous partage son écran. Nawal, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Nawal et je vous parle de Casablanca au Maroc. Je représente l'association de lutte contre le sida. Et donc, je vais vous exposer ce que nous avons mis en place pendant cette pandémie Covid-19 pour répondre aux nouveaux besoins des populations clés que nous accompagnons. Alors, sans plus tarder, voici un bref aperçu de la LCS. Donc, la LCS a été créée en 1988 et a été reconnue d'utilité publique 5 ans plus tard. En 2008, la LCS a fondé aux côtés de Aide France, Coxida, qui est au Québec, et Arcade Santé Plus au Mali, Coalition Plus. Et la LCS porte la plateforme Coalition Plus MENA, qui regroupe des associations algériennes, tunisiennes, mauritaniennes et libanaises. Alors, nous couvrons les populations clés suivantes, donc les ACHAS, les travailleuses de sexe, les migrants subsahariens, les usagers de drogues injectables et les PVVIH, à qui nous offrons une pléthore de services qui sont la prévention à l'infection VIH, VHC et IST,
le dépistage du VIH, la prise en charge des PV-VIH. Et pour les UDI, nous avons un programme de RDR et un programme d'activité génératrice de revenus. En termes de RH, nous sommes à peu près 600 personnes sur tout le territoire marocain. Et sur cette carte, on peut voir la couverture géographique que nous assurons pour être au plus près des bénéficiaires. Dans les zones où nous ne disposons pas de locaux, nous avons des unités mobiles pour assurer la proximité avec les populations clés. Alors, en termes d'épidémiologie VIH au Maroc, la prévalence du VIH est assez faible avec un taux de 0,1%. Dans la population générale, c'est certes faible, mais cette prévalence est très disproportionnellement élevée chez les populations clés, les plus exposées au risque d'infection, avec des pics qui vont jusqu'à 9%, par exemple, sur les HSH à Casablanca, ou même 13% pour les UDI à Nador. Alors, venons-en maintenant donc au vif du sujet et quelles sont les actions que nous avons entreprises depuis le début de cette crise sanitaire. Alors, avec cette frise chronologique, on vous montre les décisions qui ont été prises par les autorités marocaines depuis la déclaration du premier cas de coronavirus le 2 mars 2020 et les actions que nous avons menées, nous, en parallèle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la mesure la plus importante que nous avons réussi à obtenir, c'est d'avoir très rapidement cette autorisation pour dispenser les ARV et la méthadone. Alors, je vais reprendre simplement ce schéma. Alors, ce schéma, il nous montre que nous avons pu déployer une action terrain avec un dispositif assez complet grâce aux ressources humaines qui ont été mobilisées et qui ont été investies d'une importante mission auprès des bénéficiaires. Grâce aux bailleurs et aux fonds qui nous ont confiés, dès le début de la pandémie, nous avons pu équiper nos personnels en matériel de protection, des masques, des gels et des gants pour qu'ils puissent poursuivre leurs actions sur le terrain. Notre priorité a été de maintenir dans le soin les personnes séropositives en leur livrant à domicile les antirétroviraux. Alors, ce travail considérable de nos médiateurs thérapeutiques et sociaux a permis d'assurer la dispensation des ARV, à réduire le risque d'abandon du traitement ARV, à réduire les déplacements des PV-VIH au système de soins et bien entendu, avec ça, on a minimisé le risque de contamination par le SARS-CoV-2. Grâce à la mobilisation des bailleurs, nous avons pu apporter une aide aux personnes les plus marginalisées et une réponse aux besoins du quotidien avec la distribution de kits d'hygiène et de kits alimentaires. Et parallèlement, nous avons mené des actions de formation, d'information et de sensibilisation visant à endiguer la propagation de la COVID-19. Des affiches et des capsules vidéo dans différentes langues et dialectes subsahariens ont été largement diffusées. Et donc, je finirai par ce dernier point qui est notre actualité du moment. Nous espérons bientôt pouvoir réaliser le dépistage Covid-19 dans les populations que nous couvrons et des négociations sont actuellement en cours avec le ministère de la Santé. Alors voilà, je pense que j'ai respecté les 5 minutes réglementaires et je vais profiter, si vous voulez bien, des 5 minutes de questions-réponses pour partager avec vous les affiches que nous avons conçues pendant cette pandémie. Je vous remercie. Oui, deal tout à fait respecté, merci. Et tu as droit à du RAB vu que les précédents en ont eu. Très bien. Bon, de toute façon, j'écoute les questions si vous en avez. Je vais essayer de partager avec vous. Donc mon écran. N'hésitez pas à écrire vos questions dans la conversation. C'est le plus pratique pour moi pour les transmettre ensuite à Nawel. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc ça, ce sont les affiches qu'on a déployées pendant toute cette période de confinement. Elles sont en français et en arabe, bien entendu, mais également nous avons pas mal de capsules vidéo qu'on partagera sur la plateforme Elsa, en français et en arabe, et également dans les dialectes subsahariens, puisque nous couvrons des migrants subsahariens.
Nawel, j'ai quelques personnes qui n'ont pas pu lire ton diaporama et qui peut-être ne voient pas les images. Donc, je tiens à dire à tout le monde qu'on les transmettra, si tu es d'accord, dans le compte-rendu de la réunion. Avec plaisir, sans souci, je partage ça avec toi à la fin de la réunion. Et tu as une première question de l'ONG AGD Pastif. Comment vous avez fait pour amener les autorités à vous autoriser pour faire le test de Covid notamment? Et quel challenge a représenté la distribution des ARV à domicile, notamment au niveau de la confidentialité? Alors, pour le dépistage Covid-19, nous sommes encore en négociation avec le ministère de la Santé. Ce n'est pas encore fait. Hein. C'est vraiment, on est au tout début des négociations. Et donc, on vous tiendra informé des suites de cette demande. Par rapport aux ARV, alors ce sont les médiateurs thérapeutiques qui sont déjà en connexion avec les PVVIH au courant de l'année qui ont assuré donc ces dispensations. Alors, nous les avons assurées soit vraiment à domicile où on se fixait des rendez-vous soit on fixait des rendez-vous soit dans les coins de rue, soit il y avait toujours un rendez-vous qui était prévu. Sinon, on envoyait les ARV par voie postale également parce que certaines villes, avec le confinement, étaient complètement fermées et c'était notre seul moyen de pouvoir dispenser les ARV. La confidentialité a été respectée. Alors, on avait bien entendu les PVVIH qui sont dans notre file active, mais comme nous étions la seule ONG marocaine à dispenser les ARV, les autres PVVIH entraient en contact avec nous et bien entendu, nous avons servi tout le monde. On a servi également des touristes qui étaient bloqués par le confinement puisque nos frontières étaient fermées. Donc, pas mal de touristes nous ont contactés à travers leurs ambassades et bien entendu, nous avons pu leur délivrer des ARV. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Enfin, j'ai répondu à la question ou Alice, je te laisse répondre. Oui, merci. Vraiment, c'était un beau travail. Je sais que la visite à domicile, c'est toujours compliqué. Parfois, on est obligé de se cacher parce qu'on ne veut pas dévoiler la séropositivité du patient à l'occasion. Donc, je vous félicite vraiment et j'ai obtenu la réponse à ma question. Merci. Alors, Alice, juste pour compléter, bien entendu, les ARV, quand on les envoie, on enlève les emballages. OK. Voilà, ça permet d'assurer aussi la confidentialité du contenu. OK. Merci. Alors, il y a encore deux autres questions. C'est les dernières que je prendrai avant de laisser la parole à Mamadi Kera de la Sfegmassi. Nawel, je crois que tu peux les lire. Il y a, sur la question du gouvernement, est-ce que vous avez été impliqué dans d'autres initiatives du gouvernement pour faire face à la crise? Là, on a également pu assurer la dispensation de la méthadone pour les personnes usagères de drogues injectables. Et nous sommes en contact permanent vraiment avec le ministère de la Santé, avec qui nous sommes en partenariat continu. Tiraogo Birba, est-ce que ça répond à ta question? Elle a répondu dans le chat, oui, ça va. Et la dernière question, c'est est-ce que vous avez eu des cas de Covid au sein des patients de la file active de ALCS? Pour l'instant, non. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de cas de Covid dans les PVVIH que nous suivons. En tous les cas, nous avons mis à leur disposition des capsules dès le départ pour leur expliquer que s'ils continuaient à prendre leur traitement de façon quotidienne et régulière, s'ils ont une charge virale indétectable, ils n'étaient pas plus à risque qu'une personne qui n'était pas infectée par le VIH. Donc ça aussi, c'est une information importante. Et nous sommes en relation continue avec toutes les personnes. Il y a beaucoup de soutien psychologique parce que forcément, on a tous été un petit peu effrayés par tout ça. Et quand on a justement une immunité qui est un petit peu compliquée, hein, je ne parle pas uniquement du VIH, mais de toutes les autres maladies qui existent, forcément, les personnes sont un peu plus inquiètes. Et donc, on est aussi là pour les rassurer. Nous avons des psychologues qui sont en ligne et qui répondent régulièrement à toutes les questions qui sont posées. Merci beaucoup, Nawel. Reste encore avec nous pour les questions de
après le retour de Mamadi Kera. Je passe la parole à Mamadi, qui est responsable suivi et évaluation de l'Association des femmes de Guinée pour la lutte contre les IST et le sida. Mamadi, est-ce que tu peux prendre la parole? Mamadi, tu m'entends? Il faut appuyer sur le petit micro pour parler. On le fait, on s'en occupe. Excusez-nous, souci technique. On s'assure que Mamadi puisse parler. Normalement, Mamadi, tu peux parler. Alors, Mamadi, tu nous entends? Bon, je vous invite à continuer de poser vos questions. J'essaye de trouver Mamadi. Si vous voulez continuer de poser vos questions dans le chat, les intervenants précédents pourront répondre. Merci. Merci pour votre patience. Nawel, est-ce que pendant ce temps, tu peux parler un tout petit peu? Je sais qu'on a évoqué tout à l'heure le fait que les associations de soins des PV-VIH avaient eu des rôles un peu plus généralistes. Tu m'as parlé de bons alimentaires quand on s'est eu au téléphone. Oui. Est-ce que je peux te laisser un tout petit peu expliquer ce point-là? Et peut-être Oui, aussi je ne sais pas si tu as eu du lien avec d'autres associations, je crois, qui ont eu ces stratégies-là aussi. Absolument. Vous m'entendez là? Oui, oui, tout à fait, pas de souci. Super. Oui, alors effectivement, bien entendu, comme vous le savez tous, les populations que nous couvrons et qui sont déjà assez marginalisées de façon générale l'ont été encore plus, malheureusement, pendant cette crise sanitaire. Alors bien entendu, je pense notamment aux travailleuses de sexe et aux personnes usagères de drogue qui, je pense, ont été le plus touchées par cette pandémie. Donc dès le début, on les a entendus, enfin, ils nous ont contactés pour nous dire qu'ils avaient vraiment du mal à joindre les deux bouts et nos bailleurs nous ont réellement suivis et nous ont permis d'avoir des fonds pour leur distribuer des bons alimentaires ou parfois même des paniers alimentaires pour ceux qui étaient loin de points de vente, etc. Si vous voulez, je peux vous parler également de la plateforme Coalition Plus MENA que nous pilotons à partir de la LCS Maroc. Alors là aussi, nous avons pu obtenir des fonds pour ces associations qui ont été un petit peu dans les mêmes besoins que nous. Nous sommes sur cette plateforme MENA parce que justement, nous partageons les mêmes expériences, on a des similitudes. Alors pour elles, c'était pareil, il y a eu des distributions de matériel de protection Covid et de matériel de protection VIH, VHC, etc. Il y a eu également des distributions de paniers alimentaires et maintenant on est en train de distribuer des fournitures scolaires pour les enfants de PV-VIH, des enfants de migrants, des enfants de travailleuses de sexe. Alors en Mauritanie, il y a eu une formidable action qui a été menée. C'était pour une centaine de ménages qui n'avaient pas du tout accès à un point d'eau. Et grâce aux fonds qui ont été mobilisés, une centaine de ménages ont pu accéder à l'eau, ce qui est quand même important. Vous voyez, on sort de notre cœur de métier, si j'ose dire, pour aller vraiment au-devant des besoins qui se sont réveillés par cette crise sanitaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Leïla. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est bon. Ouais. Mais Mélanie est en train de voir avec l'intervenant pour les questions techniques, donc je reprends la main sur la modération.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on n'arrive pas à régler ce souci dans les 5 minutes, il faudra reporter ton intervention. Alors, je vous laisse, en fait, comme on règle les problèmes techniques pour que l'échange soit fluide, je vous laisse en fait poser vos questions. N'hésitez pas à prendre la parole dès maintenant. Notamment, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions et je ne sais pas dans quelle... Allez-y. Qui veut prendre la main? Alors moi, je lis une question qui est adressée à la LCS, si tu permets, Leïla. Ouais. Alors, comment la LCS a procédé à lever des fonds dans un contexte aussi difficile où la mobilité était, j'imagine, réduite? Alors, on s'est simplement rapproché donc, des bailleurs qui nous font déjà confiance pour leur demander d'utiliser les lignes budgétaires dont on disposait et de les passer sur ces fonds d'urgence. Et honnêtement, beaucoup de bailleurs nous ont complètement suivis. Nous avons quand même eu des fonds qui n'étaient pas du tout prévus au départ. Et par exemple, le Fonds mondial a pu nous donner pas mal de fonds. SIDAction également, et j'en remercie SIDAction aujourd'hui. Grâce à notre appartenance à Coalition Plus, on a eu aussi quand même des fonds assez importants, aussi bien nous au Maroc que toutes les associations de la plateforme. Et puis voilà, et là, bon, je sors un petit peu du sujet et je peux vous parler aussi du Liban qui connaît cette grave crise, d'abord liée à la pandémie Covid-19, mais également aux explosions qui ont eu juste après. Et donc, avec Coalition Plus, donc on a réussi à lever des fonds. Il y a un bateau qui va faire Casablanca-Beyrouth la semaine prochaine et on leur a acheté ce dont ils avaient besoin parce que même les fonds, même l'argent a du mal à arriver au Liban et ça met beaucoup de temps à arriver. Donc là, vraiment, on leur envoie des cartons de préservatifs, de lubrifiants, de masques. On leur envoie également du matériel informatique dont ils ont besoin et voilà, et on va vraiment vers du concret et c'est vrai que on passe de notre mission première qui est d'être là pour tout ce qui est VIH, VHC, IST, etc. Et on va vers ce dont les populations clés ont besoin pour le moment. Allô? Oui, allez-y. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Ah, ok, c'est Birba de l'Association Liaison universelle au Burkina Faso. Donc, moi, je voulais m'adresser, c'est que la même question que j'ai posée concernant adressée à la STN, je voulais aussi demander à Fabrice du Togo si, par exemple, puisqu'on sait que surtout la situation de Covid est venue au niveau de nos pays, surtout en début d'année, et chaque pays a essayé d'élaborer des plans de riposte pour essayer de vraiment faire face à la crise. Je voulais savoir au Togo, par exemple, avec Fabrice Tabat, est-ce qu'il y a eu ce plan de riposte qui a été fait et si ça a été fait, quel a été, par exemple, le niveau de participation surtout de la société civile et surtout de leur association? Est-ce qu'ils ont eu un rôle vraiment spécifique à jouer là-bas? Est-ce qu'ils ont vraiment été impliqués vraiment pour venir en aide, par exemple, au PVVIH et surtout à leurs bénéficiaires? On voulait savoir si ça n'a pas été le cas, quelle a été leur stratégie pour pouvoir vraiment, l'approche qu'ils ont mis en œuvre pour pouvoir bien collaborer avec leur gouvernement pour vraiment être efficace sur le terrain. Merci Birba. Alors, ok, Birba, il faut dire qu'au Togo, les associations n'ont pas été directement impliquées par l'État dans les interventions de la riposte contre la COVID. Mais les structures, quand même, se sont retrouvées au sein des plateformes ou des réseaux d'associations pour réfléchir sur la démarche à suivre. Notamment au Togo, il y a la plateforme des ONG et associations de lutte contre le VIH. Il y a aussi le RAS+, le réseau des associations des personnes vivant avec le VIH.
au sein desquels l'ONG Espoir Vie Togo a eu également à travailler. On a organisé une conférence de presse pour parler un peu de la situation des personnes vivant avec le VIH aussi, de la nécessité que pour l'État d'impliquer les structures associatives dans cette épouse. Mais ça n'a pas vraiment porté. On a également initié une démarche de plaidoyer vers de possibles entreprises pour soutenir la structure, nos structures, je veux dire, des réseaux en termes de soutien en vivres et autres. Donc, il y a une structure précisément qui nous a appuyé pour Angèle Défiant. Elle avait promis revenir vers nous sur la question des vivres, mais jusqu'ici, on n'a pas de retour par rapport à ça. Donc, les initiatives qui sont prises, vraiment, c'est des initiatives individuelles par rapport à la disponibilité des ressources. Donc, chaque structure a pu mener des interventions, mais ce n'est pas lié au fait que le gouvernement ou l'État nous a impliqués dans cette lutte. Voilà. Oui, vraiment, merci beaucoup. Vraiment clair pour moi. Merci beaucoup. Vraiment clair. Merci. Très bien, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Oui, allez-y. Allô, Catherine, Réjeanne? Là, c'est Athéna. Je n'ai pas encore eu la parole pour présenter ce qui s'est passé au Cameroun et plus précisément à Athéna. Alors, est-ce que vous pouvez parler plus près de votre micro parce qu'on vous entend très très mal et reprendre ce que vous dites, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allô? Oui, là c'est bon. Est-ce que je me fais entendre? Là, on vous entend. Allez-y. Alternative Cameroun. Alternative Cameroun. Bienvenue. Au niveau du Cameroun. Ok, merci. Bonjour à tous et à toutes. Là, je suis responsable santé Alternative Cameroun. Je vais présenter notre travail. Je n'ai pas de questions pour les autres. Leur présentation était suffisamment bien claire. Ça nous a édifié sur ce qui se passe ailleurs. Bon, ce que nous avons pu faire dans le contexte de la COVID-19, c'est d'abord de réduire le temps de travail. Nous avons mis sur pied les services d'écart. En principe, nous commençons le travail de 9h à 18h, mais pendant cette période, au regard des mesures édictées par le gouvernement camerounais, nous avons commencé à ouvrir notre centre Access de 10h à 15h pour les services minimaux. À cet effet, on a mis sur pied la distribution des masques jetables que nous fabriquons nous-mêmes pour les bénéficiaires qui venaient au centre sans le matériel de protection. Nous avons aussi fabriqué les gels hydroalcooliques pour se désinfecter avant d'entrer dans le centre. Un dispositif de lavage de mains avait été posé à l'extérieur. Pour que cette activité soit pérenne et soit vraiment mesurable, nous avons mis sur pied un service de sentinelle avec une fiche qui nous permettait d'évaluer si les mesures barrières étaient suffisamment respectées en fin de journée. Et dans la même lancée, pour participer à la recherche des cas de la COVID-19, nous avons modifié notre fiche de circuit du patient en intégrant la recherche des signes et symptômes de la COVID-19 qui étaient notés. Donc, en fonction des signes, on pouvait déjà référer le bénéficiaire pour une consultation chez le patient. Et si chez le médecin, ça s'avérait positif en termes de score, la personne était référée dans un centre de prise en charge à la COVID. En ce qui concerne la prise en charge de nos patients sous traitement, nous avons eu une tension des ARV pendant la période de mars-avril.
de telle sorte qu'on était obligé de se retrouver chaque semaine au niveau du CPA tuteur pour un ravitaillement en masse des médicaments pour refaire la redistribution dans notre pas un centre de prise en charge directe. Nous avons commencé à faire les multi-mois, c'est-à-dire on donnait 2, 3 mois en fonction du volet stable du patient. Sur le terrain, ce que nous avons privilégié, c'était déjà la distribution des ARV pour les patients qui étaient éloignés. Nous avons aussi privilégié le prélèvement en décharge virale et autres bilans de suivi. Pour les personnes qui sont sous PrEP, puisque nous avons les HSH que nous prenons en charge, qui sont sous PrEP, les personnes responsables des cohortes allaient directement sur le terrain remettre la PrEP à ces personnes-là. Et pour accompagner toutes ces personnes, nous avons mis sur pied des groupes de parole WhatsApp. Donc, chaque personne responsable d'une cohorte mettait en place un groupe, bien évidemment avec le consentement de toutes les personnes qui devaient assister à ce groupe de parole WhatsApp. Le groupe de parole étant Alternative Cameroun, vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour le témoignage. Oui. Comme la fin de la réunion approche un petit peu, je me permets de vous couper. En plus, on vous coupe sur un point très intéressant, c'est les réseaux sociaux et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble. On n'a pas pu avoir Mamadi Kera. Oui, bonjour, bonjour. De la semaine... Ah, Mamadi, tu es là? Oui, je suis là, bonjour. Eh bien, c'est super. On va te laisser parler 5 minutes. Merci à tous ceux, et je sais qu'il y en a qui ont des réunions ensuite et qui doivent nous quitter parce qu'il est 14 heures passées. J'invite ceux qui le peuvent à rester écouter le témoignage de Mamadi. Et puis ensuite, on conclura la réunion avec Mélanie de Soltis. Merci. T'as 5 minutes chrono, Mamadi. Hein. Merci. Et rapidement, bonjour à tous et bonjour à toutes. Moi, c'est Mamadi Kera, je suis le responsable suivi évaluation de l'ASPEC-MASI, entendue association de lutte contre le VIH-Sida en Guinée, et créée depuis le 5 décembre 1990. Au jour d'aujourd'hui, on a une file active de 1481 sous ARV, mais nos domaines d'intervention s'inscrivent dans le cadre de la prévention, la prise en charge, mais aussi le développement des activités génératrices de revenus et, n'est-ce pas, la promotion des droits humains. Mamadi, je crois que soit tu es sur l'ordinateur, soit tu es sur le téléphone. Il faut que tu t'éloignes de l'un ou l'autre, ça crée une résonance. Voilà, donc je vais couper le téléphone. Eh ben, c'est pas ça qu'il fallait couper. Mélanie, tu m'entends? Oui. Est-ce que je peux te laisser faire la synthèse un petit peu de ce qui a été dit? Si Kera se reconnecte, on pourra l'écouter en bonus, mais peut-être que je vais te laisser conclure maintenant. Oui, je suis désolée, je ne sais pas si vous m'entendez, mais là, j'entends plus rien. Non, c'est bon. Moi, je t'entends bien. Ouais. Ok, donc merci beaucoup. Merci pour les échanges très riches. Donc, moi, je suis Mélanie Vion, je travaille à Soltis, qui est donc membre de la plateforme en tant que responsable des partenariats avec les organisations de la société civile. On travaille notamment avec Mamadi Kera, qui a malheureusement pas pu faire son témoignage en Guinée. Merci beaucoup, donc encore une fois, pour tous ces échanges vraiment très riches. On retient véritablement plein de choses. Hein. Je suis assez impressionnée par tout ce qui ressort en termes d'adaptation finalement assez rapide aux besoins des populations avec lesquelles vous travaillez dans un contexte sanitaire exceptionnel, inconnu, qui impose de repenser plein de choses, qui à tous ont lot de contraintes. Et donc voilà, notamment avec les activités qui sur la campagne de vaccination, qui sont très importantes, 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 qui sont
prise en charge, mais aussi sur le bien-être des personnes avec lesquelles vous travaillez. Et donc, je pense notamment voilà, aux formations et au travail qui est fait pour prévenir les risques psychosociaux, par exemple, à Djibouti. Et puis, je pense aussi à des actions innovantes que je trouve très intéressantes à discuter dans le cadre de la plateforme et à partager aussi entre membres de la plateforme. À LCS parlait d'outils, de capsules vidéo, etc., qui ont pu être développés dans le cadre de la prévention du Covid, ou en tout cas dans le cadre du contexte de la Covid-19. Et c'est vraiment des choses qui sont, à mon sens, très intéressantes à partager le plus possible entre membres de la plateforme, puisqu'elles peuvent être utiles pour tout le monde dans le cadre d'activités de sensibilisation. Et aussi, j'imagine qu'elles sont complètement adaptées aux personnes vers lesquelles vous dirigez les informations. Et c'est ça aussi la force des organisations nationales, c'est de développer des choses qui sont adaptées vraiment aux besoins des personnes vers lesquelles vous dirigez ce que vous développez. Donc voilà, l'ensemble de ces pistes me semble en tout cas très, très intéressantes. Et donc je vous remercie à nouveau pour tous ces témoignages et voilà, pour tout ce que vous avez pu présenter. En termes un peu plus logistiques, donc je vous annonce que la prochaine réunion interassociative aura lieu le jeudi 22 octobre. En ce moment, Mélanie, par mail. Oui. Mélanie, ça a coupé. Il faut que tu recommences à 22 octobre. D'accord, ok. Donc, la prochaine réunion Interasso aura lieu le 22 octobre à 13h heure de Paris. Et donc, j'invite les personnes présentes à proposer une thématique pour cette prochaine réunion Interasso, soit dans le chat, soit par mail à info@plateforme-elsa.org. Et puis, n'hésitez pas à visiter le site de la plateforme Elsa et à vous inscrire à la newsletter. Normalement, Mélanie met les liens dans le chat pour pouvoir le faire. Donc, merci encore à tous et toutes. Et puis, merci aussi à Mélanie et Laïla pour l'organisation de cette rencontre. Je peux dire un dernier petit mot, s'il vous plaît? Avec plaisir, Nawel. Alors moi, je suis ravie vraiment d'avoir été parmi vous et puis je suis encore plus ravie parce que j'ai retrouvé une copine qui s'appelle Catherine Chaker à Djibouti, qu'on ne s'est pas vu depuis 25 ans. On était ensemble à Montpellier au moment de nos études. Alors ravie Catherine, je suis en train d'envoyer en privé mon numéro de téléphone et mon mail et puis on se parle rapidement. Merci à la plateforme Elsa. Avec plaisir pour les retrouvailles aussi. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mot si vous avez des propositions, comme a dit Mélanie, pour la prochaine réunion, que ce soit des propositions de thèmes ou des propositions plus techniques. Merci à tous d'avoir été présents, toutes et tous, et on vous envoie rapidement un compte-rendu par mail et même un compte-rendu contenant les nouvelles de la SFEGMACI. On n'a pas pu avoir Kéram Amadi, mais il me donnera toutes les nouvelles de l'association que vous recevrez par mail. Merci. On ne t'entend pas. Merci. Et pour les événements de la plateforme Elsa, sur le site du centre de ressources plateformeelsa.org, vous disposez d'un agenda où on met en ligne en fait les prochains événements. Notamment, il y a une réunion sur le pays, réunion pays sur le Sahel, la situation au Sahel, le 8 octobre. Et comme on dit les deux Mélanie Vion et Mélanie Brizard, le 22 octobre pour la prochaine réunion interassociation. Et la thématique sera décidée par vous, donc n'hésitez pas à nous faire remonter comme on vous l'a dit. À très bientôt et merci pour votre participation. Nous étions jusqu'à 41 personnes aujourd'hui et quasiment tout le monde a tenu et est resté malgré le petit retard pris pour des raisons techniques. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt, merci. Merci.